Le Boeing B-17 Flying Fortress. Il y avait de meilleurs bombardiers en service aux États-Unis pendant la guerre, mais pour une raison quelconque, le B-17 a capturé les affections de millions d'Américains. Il avait le facteur X, ce petit quelque chose de spécial qui enflammait la passion dans le cœur de ceux qui le voyaient en vol et inspirait l'imagination non seulement de la plus grande génération, mais aussi des générations qui ont suivi. Qu'il s'agisse de repousser des essaims de chasseurs ennemis ou de voler à travers du lin si épais qu'il semblait que vous pourriez marcher dessus, le B-17 symbolisait la véritable ténacité de l'Amérique, sa détermination à combattre la tyrannie et à aider la démocratie à prévaloir. Et pourtant, comme beaucoup d'avions de guerre, son histoire ne s'est pas terminée en 1945. Loin de là. Tant de B-17 avaient été construits que des exemples démilitarisés ont été largement utilisés, dans un nombre stupéfiant de rôles, tels que les cargos, les avions de ligne, les tankers volants, et même comme bombardiers d'eau, tandis que certains ont continué à servir de bombardiers dans plusieurs forces aériennes à travers le monde. Et c'est l'utilisation de la forteresse volante par une telle force aérienne que l'épisode d'aujourd'hui explorera. C'est une histoire si intrigante qu'elle ne semblerait pas déplacée dans les pages d'un roman de Tom Clancy. C'est l'histoire de comment Israël a réussi à faire sortir clandestinement un groupe de B-17 des États-Unis vers Israël en utilisant leur propre vol de livraison pour faire l'impensable et bombarder la capitale de leur ennemi. Bienvenue aux guerres du monde. Après des siècles d'exil de la terre qu'ils appelaient chez eux, le 14 mai 1948, David Ben-Gourion, le chef élu du gouvernement provisoire d'Israël, a déclaré la fondation de l'État juif en tant que nation indépendante. Émergeant de l'horreur de l'Holocauste nazi, les Juifs du monde entier ont célébré la renaissance de leur patrie, et leur migration massive vers la Terre sainte a commencé. Mais dès le départ, il était clair que vivre en Israël n'allait jamais être facile. La création d'Israël a impliqué la partition de la Palestine, et de nombreux Palestiniens, dont les familles avaient à travailler cette terre pendant des générations, se sont retrouvés déplacés, ce qui a outragé leurs frères arabes, en particulier en Égypte voisine. Quelques heures seulement après la déclaration de Ben-Gourion, la Royal Egyptian Air Force, ou RAF, a commencé à lancer des raids aériens contre les colonies juives, contre lesquelles Israël était presque impuissant à arrêter. Un tir chanceux de Sam Rose, un Britannique parmi un certain nombre de volontaires étrangers combattant pour Israël, a réussi à abattre un seul Spitfire Supermarine égyptien, et des pièces du site du crash ont été utilisées pour reconstruire un Spitfire ex-RAF qui avait été abandonné par les Britanniques, offrant à Israël un chasseur assez moderne. Cela illustre l'histoire de l'essor de la guerre israélienne. Dans le désespoir de ses tout premiers jours, Israël a rassemblé un mélange éclectique d'avions civils et de quelques avions militaires pour former la naissante force aérienne israélienne et aider à défendre la nouvelle nation dans ce que les Israéliens considéraient comme la guerre d'indépendance. Beaucoup de ces avions étaient totalement inadaptés au combat aérien, mais les Israéliens n'étaient pas en position de les écarter, et tout ce qui pouvait voler était envoyé au combat. N'ayant même pas le temps de les modeler ou de les modifier pour l'attaque au sol, les Israéliens se sont mis à fabriquer de petites bombes de 25 et 50 livres qui étaient chargées dans les cabines d'avions telles que l'avion de ligne Dragon Rapide des années 1930 et littéralement jetées par la fenêtre sur les forces égyptiennes. Les hommes impliqués dans cet acte incroyablement dangereux sont rappelés comme les lanceurs de bombes. De toute évidence, il fallait faire quelque chose pour donner aux Israéliens plus de punch dans les airs s'ils devaient survivre. La Seconde Guerre mondiale s'étant terminée seulement 3 ans auparavant, l'Europe et l'Amérique du Nord étaient jonchées d'avions de guerre excédentaires désormais vendus sur les marchés internationaux, mais Israël ne pouvait y avoir accès, car il se trouvait pris dans un embargo international sur les armes imposées à la fois à eux et à leurs adversaires arabes dans l'espoir d'endiguer la violence. Cela, bien sûr, échouerait et aiderait les nations arabes d'Égypte et de Transjordanie, car, contrairement à elles, Israël n'avait pas d'armée établie. Cependant, tous les pays ne respectèrent pas cet embargo.
et Israël a découvert qu'il avait un soutien en la forme de la Tchécoslovaquie. Après 5 ans d'occupation nazie, la Tchécoslovaquie s'est retrouvée avec une richesse d'équipements ex-allemands et les moyens de fabriquer les leurs. Cela comprenait l'outillage pour construire le chasseur Messerschmitt Bf 109G, bien que sans le moteur d'origine. Les nouveaux avions utilisant le Junkers Jumo 211F. Le chasseur S-199 résultant, construit par Avia, était loin d'être idéal, et les pilotes tchèques se référèrent souvent à l'avion comme le mulet pour décrire ses caractéristiques de vol. Mais lorsque la Tchécoslovaquie a proposé de les vendre à Israël, bien qu'à un prix exorbitant, les Israéliens n'ont pas pu dire non. C'est avec une certaine ironie que les premières unités de chasseurs d'Israël voleraient sur un avion dont les origines se trouvaient dans la Luftwaffe de guerre, et bien que ce ne soit pas idéal, les pilotes de chasse israéliens, dont beaucoup étaient des vétérans de guerre, les ont utilisés de manière excellente. Mais ce dont Israël avait vraiment besoin, c'était un moyen de frapper leurs ennemis. Ils avaient besoin de bombardiers. La démilitarisation des avions de combat, couplée à un nouvel approvisionnement en pilotes formés et expérimentés, a entraîné une explosion de compagnies aériennes naissantes dans la période d'après-guerre, et cela a offert à beaucoup une urgence, pour l'entrepreneur américain, la chance de faire fortune dans ce domaine d'affaires en plein essor. Cela offrait également la couverture idéale pour ceux qui souhaitaient ignorer l'embargo sur les armes en Israël et acheter et faire passer en contrebande des avions vers le nouvel État juif, leur motivation étant soit par principe, pour des raisons religieuses, ou purement pour le profit. À Miami, l'homme d'affaires Charles Winters a créé une entreprise de fret aérien assurant des liaisons entre la Floride et Porto Rico, et pour ce faire, il a acquis un certain nombre d'avions de guerre, dont 2 exemplaires de la légendaire forteresse volante Boeing B-17G. Dans le cadre de leur mise sur le marché civil, les bombardiers ont eu divers équipements militaires, y compris leurs armes défensives, leurs sites de bombes et leurs supports de bombes retirés, et leurs immatriculations militaires placées sous de nouvelles identités civiles. En même temps, cachés au sein du commerce florissant d'avions de guerre excédentaires dans le secteur privé, très peu de soupçons ont été suscités lorsqu'un autre homme d'affaires, Al Schwimmer, né à New York, a commencé à fouiller les concessionnaires et les opérateurs à la recherche de types spécifiques, y compris d'anciens bombardiers convertis. Schwimmer, dont le prénom était Adolphe, bien qu'il préférait être appelé Al, était lui-même un ancien ingénieur de vol dans l'USAF et la compagnie aérienne TWA, et comme de nombreux juifs américains, il voyait ce qui se passait en Israël et craignait que ce soit le début d'un second holocauste. Se rendant compte que ses contacts professionnels pourraient aider à résoudre les lacunes en matière d'équipement d'Israël, il a rapidement commencé le processus d'acquisition et de livraison d'avions de transport à Israël via la Tchécoslovaquie, une perspective risquée pour lui-même car elle violait les lois de neutralité de l'Amérique. Alors qu'Israël commençait à chercher à acquérir une puissance de feu plus lourde, Schwimmer a fouillé ses contacts à la recherche de bombardiers et a trouvé les B-17 de Winter négociant pour les acheter pour seulement $30,000. Prouvant à quel point c'était un marché d'acheteurs aux États-Unis, Israël payait près de 4 fois ce tarif pour un seul S-199 d'Avia. Winter était plus qu'enthousiaste à l'idée d'aider Schwimmer à fournir des bombardiers à Israël, et avec un troisième collaborateur, Herman Hank Greenspun, les 3 hommes ont réussi à acquérir 2 autres B-17 à Tulsa, Oklahoma, portant le total à 4. Le défi était maintenant de livrer les avions en Israël. Tous les 4 étaient en état de voler et légalement enregistrés aux États-Unis, mais même les longues jambes de la célèbre forteresse volante n'étaient pas suffisantes pour se rendre en Israël ou même en Tchécoslovaquie depuis Miami. Par conséquent, les hommes ont dû soigneusement formuler un plan qui rendrait leur vol aussi légitime que possible aux yeux des autorités américaines, du moins dans les premières étapes. La première phase était assez facile, à savoir voler de Miami à San Juan, à Porto Rico, car cela pouvait être décrit comme l'un des vols réguliers de Winter. De là, ils déposeraient un plan de vol pour le Brésil, mais devraient plutôt passer par se dirigeant vers les Açores portugaises pour refaire le plein, avant la dernière étape vers la Tchécoslovaquie. Encore une fois, il prévoirait un plan de vol pour tromper les autorités. Entre Miami et l'aérodrome de Zatek en Tchécoslovaquie, qui servait de plaque tournante pour les avions destinés à l'armée de l'air israélienne, les bombardiers parcourraient une distance de 10 600 km, dont une grande partie serait au-dessus d'un océan sans caractéristiques distinctives, mettant une charge accrue sur les navigateurs. Ayant l'avion et un plan, les 3 hommes, qui étaient maintenant effectivement des agents d'Israël, devaient trouver des équipages pour les y amener. Et tous
n'étaient pas au courant du plan final. Un des pilotes recrutés par le trio était David Goldberg, lui-même ancien pilote de B-24 pendant la guerre et qui raconterait son implication dans l'opération à un journaliste de Wing Magazine en février 1981. Il a expliqué « Alors que je faisais des courses de fret à partir de Miami au printemps 1948, j'ai été contacté par téléphone et on m'a demandé si je serais intéressé à gagner 1 000 $ pour transporter un avion en Europe. J'ai dit « Bien sûr ». Quelques jours avant notre départ, on m'a demandé si je voulais être copilote au lieu de pilote, car ils avaient maintenant trouvé un colonel qui était censé avoir beaucoup d'heures de vol sur B-17 et aussi son nom aurait l'air mieux sur les documents. L'argent était le même, alors j'ai accepté. Avec l'avion sécurisé, ravitaillé et équipé, le plan pour les amener en Israël a commencé le 11 juin 1948, bien qu'initialement, seuls 3 d'entre eux feraient le voyage. Le 4e suivant quelques jours plus tard. La presse américaine se méfiant des avions arrivant en Israël, il fallait agir vite avant d'attirer l'attention des autorités américaines. Cependant, comme l'a raconté Goldberg, la première étape du vol s'est déroulée sans encombre et les bombardiers ont atterri à San Juan sans interférence pour être ravitaillés en carburant et permettre à l'équipage de se reposer avant de s'envoler vers les Açores. Malheureusement pour Goldberg, c'est ici que les choses ont pris un tournant inattendu. Pendant leur séjour à San Juan, le colonel qui avait été embauché pour voler avec lui était tellement ivre qu'il pouvait à peine tenir debout, encore moins piloter un B-17. Ainsi, après avoir été traîné de nouveau dans l'avion, Goldberg a dû piloter l'avion seul avec l'aide du navigateur, du moins jusqu'à ce que le colonel se soit dégrisé. Le vol vers les Açores était une entreprise colossale, estimée à environ 20 heures dans les airs. Dépouillé de tout poids superflu et avec une pleine charge de carburant, Goldberg a estimé qu'ils avaient près de 24 heures de temps de vol, mais le risque venait de la navigation sûre vers les îles. Toute erreur pendant la traversée pourrait diminuer leur carburant. Sans possibilité de déroutement, ils pourraient être contraints d'abandonner. En approchant des Açores, le colonel a repris les commandes de Goldberg, lui offrant un repos. Il venait à peine de s'endormir à l'arrière de la cabine lorsqu'il fut soudainement réveillé par son équipage dans un tumulte de confusion. Se précipitant vers l'avant de l'appareil, il fut horrifié de constater que le navigateur de l'appareil avait toute sa moitié inférieure qui dépassait par un trou dans le plancher et il perdait lentement prise alors que le courant d'air l'attirait vers l'extérieur. Le trou avait en fait été là où une fenêtre avait été installée après la guerre pour que l'avion puisse effectuer de la photographie aérienne, cela ayant cédé lorsqu'il a marché dessus. Par chance, ils ont réussi à le ramener à l'intérieur avant qu'il ne soit entièrement aspiré dehors. Après environ 20 heures de vol, l'équipage de livraison a été libéré et le colonel était rassuré de suivre une balise de navigation des Açores jusqu'à l'île. Cependant, Goldberg a continué à avoir des problèmes avec le colonel, selon son interview. Le temps s'était détérioré et le plafond était bas. L'île est couverte de montagnes. Et le colonel a alors annoncé qu'une approche aux instruments serait trop risquée, il allait donc amérir l'avion au large de la côte. J'ai dit que c'était fou et que je ferais l'approche. Il a refusé de sortir du siège de gauche. Il était temps de prendre des mesures drastiques. Il a saisi un extincteur et lui a dit que je lui écraserais le crâne s'il ne sortait pas du siège. Il est parti. Nous avons atterri sans encombre. En atterrissant aux Açores, ils ont appris que le FBI enquêtait maintenant activement sur l'avion et donc ils n'avaient que peu de temps pour rester. Se ravitaillant aussi rapidement que possible, le trio d'avions a décollé pour Zatek, cette fois Goldberg volant sans le colonel problématique. 6 jours après avoir quitté Miami, les 3 bombardiers ont atterri sur le sol tchèque. Le 4e bombardier a été saisi par les autorités portugaises après avoir volé vers les Açores, à la demande du gouvernement américain, et il ne volerait plus jamais. Chez Zatek, des travaux ont été entrepris pour ramener les cargos B-17 à leur rôle de combat. Nommé le programme des marteaux par ceux qui y étaient impliqués, le travail a vu l'installation d'anciens porte-bombes de la Luftwaffe allemande et de certaines armes défensives. Bien qu'au lieu des habituelles mitrailleuses Browning de 12,7 mm, ils ont dû se contenter de versions de 7,62 mm. Seul l'un des 3 pouvait être équipé d'un système d'oxygène pour le vol de livraison, ce qui signifie que les 2 autres seraient limités à des altitudes d'environ 12 000 pieds et tous n'ont reçu qu'un équipement de visée de bombes rudimentaire. L'avion était principalement équipé de bombardiers volants, avec des volontaires internationaux. Le commandement du trio de B-17 a été confié à Ray Kurtz, né à Brooklyn, un pilote de B-17 expérimenté qui avait effectué 30 et 1 missions pendant la guerre,
et qui était connu pour son calme et parfois son comportement comique sous le feu. Il avait précédemment livré des chasseurs S-199 démantelés à Israël dans un avion de transport C-46. Il connaissait donc bien l'itinéraire qu'ils allaient prendre et était également bien conscient du danger. Cependant, alors que le travail approchait de sa fin et que les équipages se préparaient à livrer les bombardiers, des nouvelles des combats autour d'Israël leur parvenaient et elles n'étaient pas encourageantes. Des avions égyptiens ont bombardé des villes israéliennes et les dirigeants égyptiens semblant ignorer l'existence des B-17 en Tchécoslovaquie, il a été décidé de les surprendre en utilisant leur vol de livraison pour entreprendre également leur première mission de bombardement. Ainsi, bombardés, grâce à leurs hôtes tchécoslovaques, le 15 juillet 1948, les avions ont décollé en direction de l'Égypte, volant le long de la mer Adriatique vers l'île de Crète, où la formation s'est divisée en deux. Deux des B-17 prévoyaient de raid l'aérodrome égyptien à El Arish, avec l'intention de donner à la Royal Egyptian Air Force une certaine revanche. Le troisième bombardier, piloté par Kurtz et étant le seul équipé d'un système d'oxygène, avait pour mission de mener un raid largement symbolique sur le Caire lui-même, spécifiquement le palais Abédin, où résidait le roi égyptien Farouk Ier. Peu de temps après le décollage, Kurtz a constaté que son avion était en moins qu'un état impeccable et souffrait d'un certain nombre de défauts mécaniques qui, dans des circonstances normales, justifieraient le retour de l'avion à la base. Mais Kurtz a décidé de continuer. Puis, lorsqu'il a atteint 25 000 pieds, il a remarqué que lui et son équipage avaient du mal à se concentrer, et certains ont même commencé à perdre et à reprendre connaissance. Il semblait que le système d'oxygène rudimentaire qui avait été installé dans l'avion était à peine suffisant pour leurs besoins. Mais encore une fois, ils ont continué. Le soir et totalement sans opposition, les Égyptiens ne s'attendant pas à ce que des avions israéliens soient capables de voler si profondément sur leur territoire. Comme Kurtz s'en souvient, nous avons titubé sur la cible à 21h40 heure locale du Caire. La ville était bien éclairée et ils étaient totalement non préparés pour le raid. En fait, ils devaient s'attendre à ce que quelqu'un vienne atterrir, car les lumières de la piste étaient allumées au moment du bombardement. Visant le palais, les bombes n'ont manqué leur cible que de peu. La cible, atterrissant plutôt dans la cour extérieure, bien qu'une ait dévié et ait frappé un cinéma, provoquant une panique généralisée parmi la population que d'autres raids allaient en suivre. Les dégâts n'avaient été que relativement légers, mais l'impact psychologique du raid était titanesque. Non seulement ils avaient acquis des bombardiers à longue portée en toute discrétion, mais les Israéliens auraient théoriquement pu assassiner le monarque égyptien. En volant vers Israël, Kurtz était impatient d'entendre parler des exploits de ses commandants qui s'étaient envolés pour Al-Arish. Malheureusement, l'aérodrome s'était avéré beaucoup plus difficile à cibler et à localiser dans le désert la nuit, et donc les bombardiers ont plutôt frappé la ville palestinienne de Rafah avant d'atterrir à Tel Nof. Cependant, Al-Arish n'a pas été épargné, et en quelques heures, les 3 B-17 étaient de nouveau en l'air, cette fois pour frapper l'aérodrome aux premières heures de la matinée suivante. Se rendant compte que les Israéliens avaient désormais un tel potentiel à longue portée, les nations arabes ont réduit leurs attaques contre les colonies israéliennes et espérant capitaliser sur cette peur, les Israéliens ont fréquemment modifié les 3 B-17, remplaçant leur configuration d'armement et leur numéro de série aussi souvent que possible, dans le but de faire croire aux renseignements ennemis qu'il y en avait plus qu'il n'y en avait réellement en service israélien. L'unité a finalement reçu la désignation Nedeo. 69 dans l'armée de l'air israélienne toujours connue par la suite comme les marteaux. L'avion a continué à effectuer des raids pour le reste de la guerre et a ensuite été utilisé dans les rôles de reconnaissance et de transport. Ils ont survécu assez longtemps dans le service israélien pour participer à la guerre du Sinaï en 1956, où ils ont agi en tant que transceivers radiovolants avant d'être retirés en 1958. Mais leur héritage perdure. Aujourd'hui, le numéro 69 Escadron reste l'un des premiers d'Israël, escadron d'attaque, pilotant le puissant Boeing F-15, une variante israélienne du F-15E Strike Eagle de l'USAF, et ils sont toujours appelés les marteaux. Quant aux 3 hommes qui ont fourni à Israël les BDX-7, Charlie Winters, Al Schwimmer et Herman Greenspan, tous 3 ont été reconnus coupables de violation des lois de neutralité américaines, Schwimmer et Greenspan ayant été condamnés à une amende de 10 000 $ chacun. Toutefois, un tribunal de Miami a statué que la participation de Winters méritait une peine de prison supplémentaire de 18 mois,
En 1961, Greenspan a reçu une grâce présidentielle du président John F. Kennedy. Schwimmer aurait reçu la même de Bill Clinton en 2000. Winter est décédé avant que sa campagne pour une grâce n'aboutisse. Cela n'a pas empêché la famille et les amis de continuer à pousser pour une grâce, aidé par le réalisateur Steven Spielberg, qui a écrit au président George W. Bush, déclarant « Il y a probablement beaucoup de héros méconnus de l'Amérique et d'Israël, mais Charlie Winters est sûrement l'un d'entre eux. » Bien qu'une grâce ne puisse pas rendre Charlie Winters entier, et malheureusement il n'a pas vécu pour la voir, ce serait un bel hommage à sa mémoire et une grande bénédiction pour sa famille si cette grâce était accordée. En 2008, Bush a accordé une grâce posthume à Winters. Pour sa part, dans l'aide à la naissance d'Israël, la moitié des cendres de Winters sont enterrées dans un cimetière chrétien près du cimetière juif des Chevaliers de l'Empire à Jérusalem, tandis que l'autre moitié a été dispersée au sommet du mont Tabor.